AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Je préfère être debout, près de vous pour vous parler, c'est plus sympathique. Le délai qui m'a été imparti est assez restreint et je suis très à cheval sur les horaires. J'ai 15 minutes et donc vous m'excuserez pour le côté extrêmement synthétique de ma présentation. Et donc je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes passés d'une économie qui est celle dans laquelle on avait vécu depuis une vingtaine d'années, même plus en réalité, qui était une économie où, pour parler comme un économiste, l'offre était supérieure à la demande, à une économie dans laquelle l'offre est inférieure à la demande. Et donc, au fond, alors je ne veux pas paraphraser le président de la République, mais voilà, je trouve que son effort de pédagogie était plutôt bien fait. On est passé d'une économie qui est une économie de l'abondance à une économie qui est une économie de la rareté. Et d'ailleurs, quand vous regardez tout simplement les soldes d'opinion auprès des entreprises, donc les enquêtes trimestrielles, par exemple, que fait l'INSEE auprès des entreprises industrielles, ces 20 dernières années, grosso modo, je schématise un tout petit peu, pardonnez-moi, mais vous aviez 2/3 des entreprises qui disaient mon principal problème, c'est un problème de demande, c'est un problème de business. Il faut que je me batte pour aller chercher du business, et par contre, quand j'ai ce business, j'arrive à trouver les ressources à mettre en face. Donc ça, c'était les 2/3 des entreprises. Et puis 1/3 des entreprises disaient non, moi, mon principal problème, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas le business, c'est plutôt de trouver des matières premières, de trouver des biens industriels, de trouver des gens pour travailler. Bon. Et en fait, cette proportion s'est inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les 2/3 des entreprises, le principal problème, c'est un problème de ressources. Et pour 1/3 des entreprises, le principal problème, c'est un problème de demande. Donc vous voyez, si vous avez le sentiment que quelque chose a changé dans l'environnement macroéconomique, oui, quelque chose a changé. Et donc on a vraiment basculé dans cette économie où la demande est supérieure à l'offre. Pour des raisons sur lesquelles je passe très vite, parce que vous connaissez tout ça par cœur, je les rappelle en substance, on a une demande qui est assez dynamique parce que, alors, les choses vont tellement vite, ça nous paraît loin. Mais il y a encore 18 mois, ce que nous craignions tous, c'était qu'on sorte de la phase aiguë de la pandémie avec une consommation faible, un investissement faible, un envol du chômage. Alors ça nous paraît complètement lunaire aujourd'hui, mais ce qu'on craignait, en fait, c'était la dépression-déflation. Donc on a protégé l'économie et partout dans le monde, on a mis en place des plans de relance. Alors ça a été tellement efficace qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun pays qui est en dépression. C'est exactement l'inverse. Et donc on a relancé la demande. Et de l'autre, en fait, on a toujours des facteurs d'offres qui sont négatifs, parce que d'une part, même si on est sorti, nous, de la phase aiguë de la pandémie pour entrer dans une phase chronique, la deuxième économie au monde et le principal pays exportateur au monde, lui, est toujours dans une phase aiguë de la pandémie, la Chine. Écoutez bien ça. 33% du PIB chinois aujourd'hui est soumis à des restrictions sanitaires. 1/3. Je rappelle que les exportations chinoises, c'est 2 fois les exportations des États-Unis. Donc, vous voyez quand même la partie de l'économie mondiale qui est bloquée en raison de la pandémie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment la guerre. Je ne reviens pas dessus, avec, là, c'est vous les spécialistes et c'est pas moi, des facteurs d'offres négatifs qui touchent les matières premières. Alors, pas simplement quand même les matières premières énergétiques et les hydrocarbures. Ça touche aussi certaines matières premières industrielles, palladium par exemple, que vous trouvez dans les voitures. Il y en a moins aujourd'hui que c'était le cas il y a 2 ans. Et puis, bien évidemment, même si les choses s'arrangent un petit peu parce qu'on a rouvert des couloirs de circulation, les matières premières agroalimentaires, et là aussi, on voit partout dans le monde quand même une inflation qui est relativement forte. Pas trop en France encore, mais dans les pays anglo-saxons, c'est très clair, une inflation relativement forte sur les prix de l'alimentation. Donc, si je récapitule, demande supérieure à l'offre, c'est nouveau pour nous, soit c'est nouveau pour nous, soit on s'en souvient plus parce que c'était à la fin des années 70 et à la fin des années 80. Et donc, on a 3 types de rareté. Alors là, je vais aller sur des terrains qui sont un peu moins balisés. Premier type de rareté, je viens d'en parler très rapidement, les matières premières et les biens industriels. Voilà. Je mets les semi-conducteurs dedans, par exemple. Premier type de rareté. Deuxième type de rareté,
tout ce dont on vient de parler lors de la table précédente. Et c'est très important d'avoir ce type de discussion parce que là, c'est stratégique pour les entreprises. Rareté des compétences. D'accord ? On a aussi, au niveau mondial, hein, pas simplement en France, mais une demande qui est supérieure à l'offre sur le marché du travail. C'est la raison pour laquelle on a des augmentations de salaire. On a des augmentations de salaire aujourd'hui qui ne sont pas aussi fortes que l'augmentation des prix. C'est pour ça qu'on a des baisses de pouvoir d'achat. Mais on voit quand même que le marché du travail est tendu, y compris dans des pays, c'est le cas de la France, dans lesquels vous avez encore pas mal de chômage. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut sembler paradoxal parce qu'il est assez intuitif qu'il y ait des pénuries d'emplois aux États-Unis parce que le taux de chômage est de 3,5% schématiquement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend bien. En France, où le taux de chômage est encore de l'ordre de 7% de la population active, on a 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, 3 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout, plus d'1 million de personnes qui sont indemnisées. On se dit, là, il y a quand même quelque chose de pas logique. En fait, la clé, c'est pour ça que j'étais très intéressé sur notamment la discussion que vous avez eue sur les personnes non qualifiées. La clé, c'est qu'il y a 2 marchés du travail en France. Il y a le marché du travail, qui est le marché du travail des gens qui ont déjà bossé ou qui sont diplômés. Alors diplômés, qui n'ont pas un diplôme de sociologie, quoi, un diplôme mais sur lequel il y a une demande. Quoi, voilà. Donc, alors eux, c'est le plein emploi total. Pour cette partie de la population, on a un plein emploi à l'américaine. Ça, c'est la première, premier ensemble du marché du travail. Le deuxième ensemble, et c'est ça qui est compliqué, parce que c'est là, en effet, qu'on peut aller recruter des gens, c'est des gens qui sont au chômage depuis longtemps, qui sont, comme on dit dans notre langage technocratique, éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais vu leurs parents travailler. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Hein. Nous, on voit ça dans quelques territoires. Chez Asterès, on regarde ça de près. On a des territoires avec une 3e génération de chômeurs. Donc, ils n'ont jamais vu leurs parents travailler, ils n'ont jamais vu leurs grands-parents travailler. Donc, c'est plus dur pour eux. Hein. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les réflexes, etc. Et donc là, il y a un gros travail à faire. Alors, de plus en plus d'entreprises les recrutent en les formant elles-mêmes. Et on voit, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, en tout cas, ça cadre avec ce que je vois. On voit des réussites, on voit des échecs. On voit en tout cas que là, on a vraiment un travail à faire qui est très intéressant. Parce que y a des ressources, hein, il y a des gens qui je mets de côté les gens qui veulent pas bosser, mais il y a des gens qui veulent travailler. Voilà, il faut qu'on apprenne à les intégrer dans les entreprises. Ça passe aussi, Madame, vous posiez tout à l'heure la question de qu'est-ce qui fait rêver notamment les plus jeunes. Moi, je pense, alors je vous le dis comme je le pense, parce que l'amitié, c'est de se dire les choses. Je pense aussi qu'il y a eu de très grosses erreurs de management dans les entreprises. Et que beaucoup d'entreprises sont simplement devenues très peu attractives, voire pas attractives du tout pour les jeunes. Et en fait, il y a 2 grands sujets quand on réfléchit à l'attractivité des entreprises et des métiers. Il y a un sujet de valorisation financière, le salaire et les avantages qui vont avec. Ça, vous voyez ça avec les partenaires sociaux et ça se règle comme ça. Mais il y a aussi un sujet de valorisation non financière. C'est très important. Moi, je le vois dans le débat public, il y a une crise énorme de la reconnaissance en France. Il y a une crise de l'humiliation en France. Tout le monde se sent humilié ou pas reconnu. Je vous promets, hein, je le vois moi dans les messages que je reçois, les profs me disent on en a marre d'être pris pour des feignants, les fonctionnaires on en a marre d'être pris pour des planqués, les flics on en a marre d'être pris pour des assassins, les chefs d'entreprise on en a marre d'être pris pour des gens qui pratiquent l'évasion fiscale ou pour des fraudeurs, les élus on nous crache dessus toute la journée, je vous raconte un truc. L'autre jour, je raconte ça devant des comptables. Ils me disent oh, mais alors nous, c'est le pire. Nous, on est vraiment humiliés. On est là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'avais pas vu le truc. Ils me disent dans le débat politique, maintenant, comptable est devenu une insulte. Je n'avais pas fait attention à ça. Vous raisonnez comme un comptable. Vous avez une vision comptable. Vous voyez? Donc, on a vraiment un effort, c'est très important, hein, de valorisation non financière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, pour les syndicalistes qui sont ici, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas augmenter, que ça ne sert à rien d'augmenter les salaires. Hein, je ne dis pas du tout ça. Mais je dis simplement qu'il y a ces 2 aspects qui me semblent extrêmement complémentaires. Je suis désolé de dire ça, je suis très pro-entreprise, mais que beaucoup d'entreprises
ont des politiques ou un management qui ne correspond pas à ce qu'attendent légitimement les gens. Aussi, je vais aller plus loin parce que je vois qu'on s'entend très bien, parce que le management des entreprises souvent n'est pas très bon. Parce que on nomme manager des gens qui sont de bons techniciens. Et parce que manager est devenu une promotion beaucoup plus qu'une compétence. Alors qu'il n'y a pas plus difficile qu'être manager. Diriger les gens, c'est très difficile. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus difficile au monde. Et donc, on nomme pour diriger des gens qui sont de bons techniciens. C'est sûr que ça ne peut pas donner de bons résultats. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à bâtir des carrières. Certains pays y arrivent un peu mieux que nous. Il y a des choses qu'on fait très bien en matière de management en France, hein, mais ça, on n'y arrive pas bien. Construire des carrières pour des techniciens qui ne passent pas nécessairement par la case management. Donc, deuxième type de ressources, mais vous voyez, il y a des choses à faire. Deuxième type de manque, de carence, les ressources, les compétences, l'intelligence. Et puis, troisième type de carence, de manque. Alors là, pour le coup, je vais sur un terrain qui est encore moins balisé. Je suis allé dans le sens du plus évident au moins évident. Plus évident, manque de matières premières et manque de biens industriels. Un peu moins évident, manque de ressources humaines. Et là, encore moins évident, parce que c'est un sujet nouveau, manque de ressources financières. Nous sommes en train de quitter, je crois, le monde merveilleux, mais en même temps merveilleusement dangereux, des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire du contexte macroéconomique dans lequel je gagne quasiment à tous les coups quand je m'endette. Et nous revenons à un monde dans lequel la ressource financière a un coût. C'est un sujet pour tous les agents économiques, y compris les agents privés, c'est un sujet aussi pour l'État. Et je ne saurais vous inciter suffisamment à regarder de très près ce qui se passe en ce moment, non pas seulement en Italie, tout le monde a les yeux rivés sur l'Italie à juste titre, c'est très important, et il faut regarder, analyser ce qui se passe en Italie du point de vue économique, des conséquences économiques de la situation politique en Italie, mais regardez surtout, à mon avis, beaucoup plus intéressant, ce qui se passe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, subit quasiment, je ne dirais pas une crise comme les pays d'Amérique latine au début des années 80, mais je regardais la presse anglaise hier soir, beaucoup d'analystes britanniques craignent que ce qui se passe au Royaume-Uni soit très semblable à ce qui s'est passé au Royaume-Uni l'année de ma naissance, ça n'a aucun rapport, en 1976. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni en 1976 ? de pas drôle et de très humiliant. Ils ont fait appel au FMI. Ils s'en souviennent. Alors nous, on ne s'en souvient pas, parce que c'est les Anglais, mais eux s'en souviennent. Et donc, en fait, quand le ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie anglais, qui est quelqu'un de tout à fait passionnant et brillant par ailleurs, mais dit avec beaucoup d'entrain à la britannique, moi je fais un plan de baisse de 50 milliards d'euros des impôts sur les particuliers, y compris les plus riches, et Margaret Thatcher à côté, c'était rien, ce qui est vrai. Hein. Les baisses d'impôts Thatcher étaient beaucoup plus modérées que les baisses d'impôts Liz Truss. Et quand il dit on ne le financera pas, parce que de toute façon on a confiance dans le Royaume-Uni, c'est un discours qui est super sympa, qui est super intéressant, mais qui est audacieux et qui passe pas en fait. Ça aurait pu passer dans d'autres circonstances, et là ça ne passe pas. Les marchés disent c'est trop. Voilà, peut-être en d'autres circonstances ça aurait pu marcher, mais là c'est trop. Et donc on vend les titres, donc on vend la dette anglaise, donc la livre diminue, elle est au plus bas par rapport au dollar depuis 37 ans, et du coup on vend les obligations, du coup les taux d'intérêt remontent. Les taux d'intérêt au Royaume-Uni, ils ne sont pas très élevés. Alors l'inflation est à 10%, donc les taux sont seulement là, aujourd'hui ils doivent être à 4,2%, quelque chose comme ça. Donc par rapport à l'inflation, c'est pas beaucoup, mais enfin on voit qu'on est sur une trajectoire qui est quand même inconfortable. Ça veut dire, et ça c'est ça le point que je voulais souligner, ça veut dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi en matière de finances publiques. Et donc, et ça c'est un sujet notamment quand on réfléchit aux questions d'infrastructure ou aux questions d'aide aux ménages dans le cadre de la transition énergétique, on va quand même devoir cibler un peu plus. Alors, le ministre de l'économie l'a dit hier, moi, il a une expression qui me va très bien, quand il a présenté le budget, il a dit « nous sommes maintenant à l'euro près ».
super. Je pense que c'est très bien d'envoyer ce signal. Mais maintenant, il va falloir aussi que, du coup, notre arrosage d'argent public soit un peu moins un arrosage et un peu plus un ciblage, parce qu'on a besoin d'argent public dans beaucoup de domaines. Donc, vous voyez, là, je pense qu'on entre dans quelque chose de nouveau. Alors, je viens discrètement de regarder mon portable et je vois que, malheureusement, j'ai déjà parlé 14 minutes. Et donc, il me reste 1 minute. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment rester dans les 60 secondes qui me sont imparties. Comment on en sort de cette situation, qui n'est pas forcément une situation grave, hein. Alors moi, une question à laquelle je réponds jamais, qu'on pose tout le temps, malheureusement, c'est 2023, est-ce que ça va aller mieux ou moins bien? D'une part, j'en sais rien, enfin j'ai une idée, mais malheureusement, je me trompe parfois, donc je ne veux pas vous donner une information qui est fausse. Puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Parce que franchement, quelle est l'implication pour vous? Si je vous dis ça va bien, qu'est-ce que vous en tirez concrètement? Arrêtez de travailler. Si je vous dis ça va aller très mal, qu'est-ce que vous en tirez concrètement? Rien, donc ça n'a pas d'intérêt. En revanche, la vraie question, c'est quel est le contexte et comment on peut utiliser le contexte pour essayer de conjurer ce phénomène qui est quand même un peu un phénomène de stagflation au niveau global, c'est-à-dire, comme je le disais, une croissance qui est contrainte par des facteurs d'offre qu'on n'arrive pas à trouver. Dans notre malheur, qui quand même a été assez grand ces 3 dernières années, hein, je suis quelqu'un d'assez confiant dans l'avenir, mais là, en tout cas sur le passé, on ne va pas se mentir, c'était pas génial. On a quand même une chance, c'est que ces problèmes, y compris la crise climatique, bien évidemment, mais qui n'est pas une crise, c'est un process, en fait, qui pour le coup n'est pas un process inattendu, c'est quelque chose qu'on voyait venir et sur lequel on a de la prévisibilité, donc ce n'est pas du tout comparable à la pandémie ou à la guerre en Ukraine. Mais en fait, ces bouleversements sont intervenus sur fond de 3e révolution industrielle, c'est-à-dire d'apparition, d'innovation dans le domaine donc, de ces technologies de la 3e révolution industrielle, hein, le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies dans certains secteurs, les imprimantes 3D. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'économie, il y a des gains de productivité qui sont sous-jacents. Alors qu'on ne voit pas du tout quand on regarde les chiffres de la productivité aujourd'hui. Ils sont super bas. Mais mon interprétation de ce niveau bas des gains de productivité, ce n'est pas une interprétation du type longue stagnation, c'est-à-dire, en fait, le numérique, on croyait que c'était important, mais ce n'est pas important. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois plutôt à une explication schumpeterienne classique. Ces innovations sont très importantes, mais on n'arrive pas encore à s'en servir pour générer des gains de productivité. Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, vous voyez dans certains secteurs qu'on utilise ces innovations. Hein. Dans l'industrie, il y a de plus en plus de robots, on fait des gains de productivité. Dans les services, on utilise quand même pas mal le numérique. Mais en fait, on n'en a pas encore tiré les conséquences, pas suffisamment en matière d'organisation. Que vous alliez, je vais prendre l'exemple de 2 secteurs, un secteur public et un secteur privé, mais à l'hôpital ou à la banque, quoi qu'on en dise, on n'utilise pas du tout ces technologies pour faire des gains de productivité. Pas du tout. Alors, à l'hôpital, je sors d'une séquence hospitalière hein, pour 2 preuves, donc je suis un peu traumatisé par ça. Là, vous vous dites, c'est la maltraitance et aucune utilisation des technologies, quoi. Enfin, franchement, c'est complètement dingo. Donc là, évidemment, on ne réalise pas de gains de productivité parce qu'on n'utilise pas les technologies. Mais il y a quand même, me semble-t-il, hein, dans ces technologies, de quoi réaliser des gains de productivité qui vont permettre de contrebalancer, au moins en partie, les difficultés que l'on éprouve à trouver des facteurs de production. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Et j'ai parfaitement respecté le contrat. En tout cas, sur le timing. Merci beaucoup. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.